J'ai commencé à faire des petits films, j'avais 12-13 ans, avec une petite caméra Super 8 à l'époque. J'ai fait une école d'art pendant 5 ans. Je faisais pas... Les 3 premières années, j'ai fait de la peinture beaucoup. Les 2 dernières, j'ai repris les courts-métrages que j'avais laissés tomber avant pour me concentrer d'abord sur les 3 premières années à la peinture. Ensuite, donc, j'ai fait un diplôme, j'ai fait un film, j'ai rien fait d'autre. J'ai fait un 25 minutes, quelque chose comme ça. Et j'habitais donc dans le sud de la France. Je suis monté à Paris à la suite du diplôme. Et j'ai eu pas mal de chance en fait, parce que j'ai travaillé tout de suite. Je crois que c'est Canal+ qui avait acheté le film de diplôme. Donc j'étais content, ils l'ont acheté, ils l'ont diffusé. Une personne l'a vu sur cette chaîne. Et pendant 2 mois, elle m'a cherché parce que j'étais nulle part, j'étais aucun agent, rien. Donc on m'a cherché pendant 2 mois, ils ont fini par me trouver, cette personne. Et ils m'ont demandé d'écrire et de réaliser un film qui s'appellera plus tard Frères. Quand j'étais aux Beaux-Arts, plus jeune, je mettais tout sur... Enfin, comment dire, je mettais tout. La forme était ce qui définissait le fond, en fait. Et puis, en vieillissant, en ayant plus d'expérience, j'ai mitigé ça, en fait. Je dis pas que seul le fond compte, hein. La forme a du fond, en fait. Et c'est pas pour rien que, normalement, au cinéma, qu'on met la caméra là, ou que la lumière est posée de telle ou telle façon. Je veux dire. Donc la forme a un vrai sens, quoi. Et une vraie influence, et ça peut être, quand c'est bien fait, le fond et la forme sont totalement en adéquation. Moi, je trouve pas que ça soit très éclectique ce que j'ai fait jusque-là, en fait, à part 1 ou 2 trucs qui peuvent paraître un peu bizarres au milieu, comme les Seigneurs ou les Rivières pourpres. Mais d'une part, j'ai pas envie de me répéter, j'ai pas envie de m'emmerder, surtout. Bien sûr. D'autre part, dans n'importe quel sujet, dans n'importe quel type de film, j'entends n'importe quel genre de film, il y a 2 façons de voir, peut-être un petit peu de manière caricaturale. C'est soit je refais tout le temps le même film, en essayant de creuser le même sillon, il y en a plein qui le font et le font bien, ou alors je change juste le genre, mais je pars quand même de la même chose. Et c'est un peu ce que je fais, en fait, ce que j'essaye de faire. Je prépare avec le chef déco, je prépare avec pour décider des décors, avec la lumière. Maintenant, quant à mon travail, vraiment la mise en scène, honnêtement, le moins possible je travaille, dans le sens où que j'improvise tout sur le plateau. C'est-à-dire que j'ai pas de storyboard, pas de découpage, j'ai même pas le scénario avec moi quand je suis à l'hôtel, ou quand je suis à l'hôtel, parce que je reste pas chez moi quand je suis en tournage. Donc j'ai pas le scénario, j'ai pas le storyboard, pas de découpage, et j'arrive le matin sur place. Je sais que j'ai toujours un steadicam dans le camion. Les grues, j'aime pas trop, donc c'est pas trop mon truc. Et des rails. Et avec ça, j'ai la chance de travailler avec des équipes très professionnelles qui ont une rapidité d'exécution très importante. Donc tout le monde me suit, alors que personne ne sait ce qu'on va faire à part la scène numérotée sur le plan de travail. Voilà, donc personne ne sait, j'ai pas fait de répète, rien. Mais en fait, ça permet du coup que tout le monde soit vraiment à l'écoute, parce que si on m'entend pas parler, personne ne sait quoi faire. Et surtout, ça me permet alors c'est le risque, hein, aussi, hein, la panne d'inspiration sur le plateau d'un coup. Ça m'est arrivé sur mon premier film, enfin sur Déjà Mort en tout cas. La première journée, j'avais déjà cette méthode un peu qui moi m'allait, mais sauf que première journée de mon premier film sur Déjà Mort, il y avait toute l'équipe donc qui était là, il y avait tout le monde, les acteurs, tout ça, c'était une grosse scène en plus. Et en fait, j'ai pas tourné une seule image parce que j'arrivais pas, ça venait pas. Et donc j'étais vraiment incapable de tourner une image. Ça a fait flipper les producteurs, hein. Premier jour de tournage, pas une image, c'est chaud. De pas avoir de storyboard, c'est un risque, en fait. Sur certains films, comme quand je fais La Môme, par exemple, où il y a beaucoup de choses à gérer, le pas storyboard, au départ, ça rassure personne. Ni moi, d'ailleurs. Mais le risque, c'est celui qui permet si tant est que ce soit possible, d'avoir des fulgurances de mise en scène, justement, sans être verrouillé jamais à aucun moment par quoi que ce soit, même si c'est pour laisser le storyboard sur la table en disant je vais en faire un autre, c'est pas grave. Enfin, je vais pas le suivre, c'est déjà trop tard. C'est la prise de risque qui compte. Donc je fais très attention. Les gens qui m'entourent, le noyau dur, c'est les mêmes depuis 20 ans. Après, je change certains postes, je fais venir des nouvelles personnes pour me redonner tout ça un peu de sang frais, quoi. J'aime bien d'ailleurs demander à tout le monde, à mesure qu'on fabrique, ce qu'ils en pensent, ou tel plan, qu'est-ce que t'en penses, ou enfin des choses comme ça. Et puis l'improvisation justement permet une meilleure collaboration, justement, en fait.
C'est le contraire de se fermer et de dire moi c'est ça que je veux faire. Je fais très attention au choix des décors, qu'ils soient naturels ou en studio. J'aime bien les deux. Et le choix des décors, c'est ça qui va déterminer en fait l'aspect visuel du film. C'est même pas la lumière en fait. C'est le choix des décors. Personnellement, j'aime bien les chefs opérateurs qui ont une signature, qui ont comment dire, un univers plastique en tout cas, au départ. Ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser comme tel quel. Je sais que j'avais ce scénario qui parlait d'une chanteuse et j'avais besoin dans le script d'une chanson à la fin qui soit une chanson originale composée pour le scénario, pour le film. Donc à ce moment-là, j'étais à Los Angeles avec des agents. Et puis en parlant, il y en a un qui me propose « Pourquoi tu ne demandes pas à Dylan ?» Je dis « Ouais, bien sûr. » Je dis « Fais-le. » Donc il a fait. En fait, il a demandé à son... c'est la même agence, donc ils ont demandé à l'agent de Bob Dylan ce qu'il en pensait. Moi, j'avais prévu d'organiser une projo de lui, de 2-3 films, ou même un film s'il le souhaitait, pour voir ce que c'était le genre de cinéma que je faisais. Mais en fait, ils m'ont dit qu'il avait adoré le film que j'avais fait avant, qui était La Môme. Donc du coup... Enfin, et au bout d'une semaine, j'ai eu un coup de fil où en fait il disait je veux bien faire une chanson, mais en fait ce que je préférais c'est les faire toutes, celles du film. Et je dis bien, ok, bien sûr. Ce qui est intéressant dans ce qu'on appelle un biopic quand c'est réussi, à mon sens, c'est pas de raconter l'histoire de la personne connue. Trouver l'âme. Même pas. Ouais. C'est qu'est-ce qu'on a à dire avec ça. Si j'ai rien à dire avec ça, moi au départ, Grâce de Monaco, ça m'intéresse pas. Parce que je parle, non, je me sers de Grâce de Monaco pour parler du couple et de la femme aujourd'hui. Nicole Kidman, c'était un premier choix pour Grâce Non, en fait. Enfin, non, en fait, c'est juste, je voyais pas qui, surtout. En fait. Qu'elle soit blonde et... Ouais, en fait, non, au départ, ça devait pas être Nicole Kidman parce que je n'avais pas voulu. En fait, j'adore cette actrice et j'avais pas envie de dire bon, on se voit et puis tout en sachant que c'est non, quoi. Ce qui se passe des fois, ce que j'avais fait auparavant, quand j'avais vu plein d'actrices à Los Angeles pour ce rôle. Et des fois, c'est embarrassant de systématiquement, ben non, ça marche pas, j'étais pas convaincu déjà au départ, je me suis toujours pas. Et en fait, c'est Nicole en fait qui a voulu faire le rôle. En fait, c'est elle qui a appelé en disant mais voyez-moi quand même. Donc, j'ai pas voulu la rencontrer. Finalement, j'ai accepté de faire un Skype une fois rentré à Paris. Et on a finalement passé 2 heures en Skype et je suis revenu sur un peu mes positions. Et donc, je suis reparti à Los Angeles et on s'est vu et là, on a commencé à discuter vraiment. Quand je faisais La Môme, le film parle que d'une seule chose, de la mort, et à quel moment on lâche prise, et quand on lâche prise, à quel moment, quelles sont les images qui reviennent, quelles sont les choses importantes d'une vie. C'est comme ça que j'ai écrit le film, en fait. C'est pas en disant, je vais raconter la vie d'Edith Piaf, fût-elle super intéressante, et c'était le cas, ça n'aurait pas pu en soi. Marion Cotillard, par exemple, c'était un premier choix. Ouais, mais là, c'était un peu la même difficulté, parce que personne n'en voulait non plus. D'accord. mais là, ça a basculé du bon côté. Ah ben là, pour le coup, pour l'avoir, il a fallu que je coupe le budget en un tiers, quoi, carrément. Et puis, du coup, faire le film avec moins d'argent, mais avec l'actrice que je voulais. Je la connaissais pas du tout, en fait, Marion. J'avais peut-être dû l'avoir joué une fois, je crois. Mais c'est très intuitif. Je suis tombé sur une photo d'elle et je dis, ah ben, c'est elle. Et ceci dit, quand j'ai montré après la photo à tout le monde, ils me disaient, non, pas du tout. Tout le monde me disait, non, pas du tout, c'est pas elle. Et moi, je sais pas, je dis, ouais, si, non, c'est elle. Ceci dit, en fait, pour ma part, je trouve que c'est l'intuition qui compte le plus. Parce que si on a il faut surtout s'écouter, quoi. Quand on est sur un plateau, c'est vraiment l'intuition qui compte. Mais non, mais ce qui compte le plus, en tout cas, c'est s'adapter, en fait, à la personne qui est en face. Et de ne pas être d'un seul bloc dans la direction d'acteur, parce que la direction d'acteur, les acteurs, ils sont tous différents. Et on ne peut pas parler à tel ou tel acteur, même sur un même plateau, de la même façon. Si vous parlez de la même façon à tout le monde, ça ne va pas bien marcher. Il vaut mieux sous-estimer l'expérience, quoi. Parce que d'un film sur l'autre, ça change, les choses changent, le marché change, tout change. Les gens, les producteurs, les distributeurs, tout change. Donc il faut... Ouais,
Je sais pas, et puis même en même temps, trop d'expérience, c'est pas bon, quoi, de toute façon. Donc à la limite, que ça serve pas tant que ça, c'est pas plus mal, hein. Juste le nécessaire pour pouvoir savoir se débrouiller sur un plateau. Mais l'expérience, en gros, elle sert à rien à ce qu'on a envie de sortir de soi. Techniquement parlant, c'est pas l'expérience de mettre la caméra là ou là qui va vous aider à sortir un truc personnel de vos tripes. Au-delà de ce qu'on apprend, au-delà de ce que j'imagine vous fabriquez ici et les cours et tout ça, c'est aussi le temps que vous passez certainement ici dans l'école, qui est du temps de vie, et pas seulement l'expérience d'utiliser une caméra ou d'avoir des cours ou des choses comme ça sur l'histoire. Tout est important, mais je pense que le plus important, c'est juste de mûrir suffisamment avant de se lancer une première fois, en fait. Et l'école donne ce temps-là, en fait, de faire. Ben merci. Merci à vous.